Avec les mains nues, sans armes ni Bible, nous venons au nom du magistère de la parole du mort reçu par vous très chers téléspectateurs vous permettre d'avoir, surtout de comprendre toute la vérité autour de ces faits d'actualité. Ce que l'on ne vous a pas dit, on vous le dira dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Ils sont tous autour de moi des officiers aguerris au métier, mais surtout bien entraînés, bien équipés pour vous permettre, monsieur, de contourner sans peur, sans trembler ces nombreux sujets d'actualité liés plus ou moins à cette quête de souveraineté de ce continent africain. Le tout premier, c'est un homme politique engagé clairement du côté du Cameroun, aux côtés d'un parti politique, sinon l'un des plus vieux, à réclamer plus haut, plus fort l'indépendance pure et simple, l'indépendance vraie du Cameroun par-dessus de tout le continent africain. J'ai nommé à mes côtés ce matin Patient Parfait d'homme. Son nom a failli m'échapper, voilà qui me revient. Patient Parfait, merci que d'être là, bonjour. Merci Fabrice Ndoum, merci à mon ami avec qui vous aurez l'amabilité de nous présenter tout à l'heure, à tous mes amis qui vont certainement intervenir à travers Zoom, à toute la grande galaxie, j'allais dire la grande famille du panafricanisme, à nos valeureux techniciens et surtout aux femmes africaines, parce que je peux vous le dire, nous allons rentrer dans une période assez trouble sur notre continent, parce que les ennemis de notre continent ont déjà sonné des tocsins. Faisons très attention. Les jours à venir seront extrêmement difficiles pour notre continent. Ce n'est que le début de cette grande croisade à laquelle je pense que les panafricains et l'ensemble de notre peuple devons faire front avec toute la rigueur qui s'impose, avec toute la détermination qui s'impose. Et nous savons pertinemment qu'aucune grande guerre ne s'est gagnée sans l'apport décisif de la gente féminine. Donc à nos mamans, à nos femmes, à nos sœurs, à nos filles, le moment est arrivé plus que jamais d'être aux côtés, n'est-ce pas, de ceux qui vont faire le coup de feu. Je n'exclus pas les Amazones qui sont parmi vous, parce que les moments à venir vont être extrêmement difficiles pour notre continent. Alors, passant, nous restons avec vous avec ce sujet d'accueil d'ailleurs qu'on va avoir très certainement en synthé. Et c'est donc ce cas malien qui nous intéresse avec ces nombreux rapports de l'ONU et aider en cela avec ces médias mensonges qui tentent de plus en plus l'armée malienne d'être effectivement de commettre des exactions, mais cette fois des exactions avec une ethnie bien ciblée, bien précise. Alors un schéma qui nous est quand même, pour nous autres qui suivons clairement l'actualité sur le continent africain, un schéma qui est classique en tout cas pour ce qui est de la déstabilisation occidentale, mais on a peut-être l'impression qu'on ne semble pas, parlant du continent africain, avoir clairement appris des erreurs du passé. Alors quelle analyse, quel commentaire peut-on en faire clairement autour de cet acharnement, peut-être c'est le mot qui sied, contre l'armée malienne qui, disons-le jusqu'ici, reste quand même républicaine? Vous savez, c'est vieux. Pour ceux qui ont bien suivi les périodes de la lutte anticoloniale, on sait évidemment que l'une des armes favorites du colon, c'était ce que Ruben Ouyaba appelait les oppositions africaines. Il fallait absolument instiller le venin, le poison au sein des communautés pour créer justement ce schisme-là entre les communautés et profiter de cette instrumentalisation réussie pour diviser, en fait, pour mieux régner. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. C'est pour cela que je vous ai dit, faisons attention. Faisons extrêmement attention. Le Jupitérien est passé par là. Les propos de M. Emmanuel Macron à Bissau, en disant à la communauté, la prétendue communauté internationale, qui a une ethnie bien précise, qui fait l'objet de persécutions. Et en Guinée, dans la Guinée-Conakry, et au Mali, donc il s'agit des Peuls, c'est le cheval de Troie par lequel il veut passer pour complètement s'aimer la chienlit dans cet espace. Vous vous souvenez même quand
pendant la lutte contre Boko Haram, au niveau de la Centrafrique, à un moment donné, on a tenté d'instrumentaliser mes frères Peul, qui devaient venir du Mali et qu'on sort pour former, n'est-ce pas, ce groupe de mercenaires qui devait déstabiliser la Centrafrique et faire de la Centrafrique la nouvelle base arrière de Boko Haram. Dans le cas du Mali, le discours de M. Macron en Guinée-Bissau, directement, vous avez vu la réaction au niveau de la Guinée-Conakry, avec cette manifestation de ces jeunes, je ne sais pas d'où sortis, à dominance Peul, parce que leur champion, celui d'Alain Diallo, était dans des situations un peu difficiles, et nous avons compris. Mais mieux, pourquoi la Guinée-Conakry? Parce que pendant que la première tentative de déstabilisation du Mali, par le biais des sanctions de la CEDEAO, avait été lancée, la Guinée-Conakry, le colonel Doumbouya, avait refusé de participer au plan diabolique qui consistait à asphyxier économiquement le Mali et créer des troubles au sein du peuple malien pour renverser le pouvoir actuel de Bamako. C'était une erreur pour du point de vue de l'Occident à ne pas commettre, dont ils ont indexé le colonel Doumbouya et son régime comme un régime hostile qu'il fallait abattre par tous les niveaux. Ils ont donc passé par leur arme favorite, qui est cette arme de la division ethnique, pour créer justement cette situation de chenille. Mais je pense que les Africains ont ces histoires derrière eux. Je profite pour dire à mes frères, la communauté Peul du monde, ne vous laissez pas manipuler par ces forces qui ont toujours considéré l'homme noir comme un esclave. Le grand Fouta Djalon qui a fait naître, qui a vu comment cette formidable, cette puissance ethnie Peul en Afrique, ne peut pas accepter que nos ancêtres, qui ont été matés par ces mêmes Français, voient leur progéniture être comment la lance par laquelle on viendra transpercer l'espérance et l'espoir de cette nouvelle résistance africaine qui prend corps au niveau du Mali, accompagnée par son frère au niveau de la Guinée. C'est la Guinée de Sékou Touré. Ne l'oubliez pas. C'est la Guinée de Sékou Touré. Mais pourtant, le grand Sékou Touré, descendant de l'Almori Samori, a été quand même combattu par la même France. Il ne faut pas que le peuple l'oublie. Donc voilà dans quelle situation on veut essayer de créer la chenille. Pourquoi cette situation autour de l'ethnie Peul? Parce que vous avez clairement verrouillé le lien, du moins cet acharnement, que ce soit au niveau du Cameroun, il y a eu cette fixation. Au Mali, c'est pareil, en Guinée-Conakry, ça l'est aussi. Pourquoi cette fixation autour de l'ethnie Peul? Mais vous savez, les autres, ils sont tellement dans leur ambition de prédation. Ils se préparent. Ils préparent les cours sur 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Ils utilisent des contradictions qu'ils ont eux-mêmes créées pour retourner cette affaire-là en leur faveur. La question de celui d'Alain Diallo en Guinée-Conakry, ça ne date pas d'aujourd'hui. On oublie qu'il a d'abord été avec Alpha Condé. Après, c'est devenu une affaire de vue de mort. Tant que je ne suis pas sur le temps, il n'y aura rien. On mobilise tout. Et je crois qu'on avait des demandes sur votre plateau où un jeune connaît, je crois qu'il est intervenu depuis la Belgique, qui nous a expliqué la complexité de cette affaire-là. Mais nous disons, ce n'est pas nouveau, uniquement pour les Peuls. Ça s'est vu ailleurs. Ça s'est vu ailleurs, comment on essaie de retourner, de manipuler pour atteindre des outils bien précis. Je suis de l'Union de population du Cameroun, l'UPC, ce parti historique, mais n'oubliez pas que les supplétifs qui accompagnaient l'armée française pour combattre le nationalisme camerounais, c'était des Noirs. Les affaires de tirailleurs Sarah, vous savez très bien. Donc c'est comme ça. Les gens de figure, montre-toi, ou bien des choses comme ça. Ils le font exprès. Ils utilisent toujours ce mécanisme pour créer cette tension et ces années. Même au Cameroun, pour ceux qui l'oublient, on a tenté, n'est-ce pas, cette exploitation de cette différence ethnique pour justement continuer à créer la zizanie au point de casser la dynamique de l'union qui s'opérait dans les différents peuples et qui s'est exprimée pendant cette lutte pour l'indépendance. Du nord au sud, l'est à l'ouest,
les Camerounais savaient que c'est au nom de leur pays et au nom de la quête de leur souveraineté qu'ils sont obligés de se battre pour donner corps, n'est-ce pas, à cette souveraineté-là par le biais d'une indépendance qui ne devait souffrir d'aucune contestation. C'est ce que lui peut s'appeler l'indépendance inconditionnelle. Bon, donc je pense que dans ce qui se passe au Mali, on a tenté les sanctions par le biais de la CEDEAO. Ça n'a pas marché. Le Mali a résisté. On a tenté de calomnier la direction actuelle du Mali en disant qu'ils utilisent des mercenaires qui commettent des crimes sur les civils. Ce n'a pas marché. On a tenté au niveau de l'ONU. Ça n'a pas marché. Maintenant, on emploie l'arme fatale. C'est la division entre des ethnies. Et on l'a vu, ils l'ont déjà expérimenté, même au niveau du Mali. Les confrontations qu'il y a eu entre les Peuls et les Dogons. Ça a créé des dizaines et des dizaines de morts. Ne l'oubliez pas. Donc, voilà, ce sont les mêmes qui vont vous dire, non, les Peuls ont tendance à ouvrir leur espace aux djihadistes. Les djihadistes reculent beaucoup parmi les Peuls. Et c'est les mêmes qui vont vous dire, les Dogons outrepassent quand même les limites du raisonnable, au point aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une attaque, de stigmatiser directement la communauté Peul avec les conséquences que nous connaissons. Donc nous disons à nos populations, ne nous laissons plus embarquer dans ces situations, dans ces manipulations qui vont finir par être contre-productives pour notre propre devenir. Nous devons faire bloc, nous devons faire confiance au gouvernement de Mali actuel, nous devons ne pas accepter que la Guinée-Conakry soit déstabilisée, parce que ce sont des avancées, n'est-ce pas, vraiment sur l'échiquier, ce sont des avancées que nous avons fait en profondeur dans le camp de l'ennemi pour enfin nous permettre de nous réapproprier notre souveraineté. Donc, merci au peuple Peul, le grand peuple Peul. Ne vous laissez pas corrompre, ne vous laissez pas manipuler. On veut passer par vous aujourd'hui pour ne pas permettre que la Guinée et le Mali renforcent les liens qu'on voit déjà sur le plan économique, mais on espère aussi qu'ils prennent encore sur le plan politique pour enfoncer cette lame de fond là dans cet espace dont l'Occident impérialiste par le biais de la France veut de nouveau redomestiquer de manière totale pour continuer à se servir de nous comme marchepied, comme tremplin pour continuer à commettre d'injustice, d'iniquité, mais surtout cette espèce de formatage des esprits pour continuer à dominer le monde. Qu'ils aillent affronter ce qu'ils ont provoqué sans vouloir faire de nous d'éternels porteurs d'eau de la stratégie. C'est ce que nous refusons et nous disons à nos peuples, nos différents peuples, ne laissez pas vos fils, vos prétendues élites rentrer dans ce complot-là qui risque de déboucher sur quelque chose de dramatique, de regrettable pour l'ensemble de notre continent au moment où enfin, je parle sous le contrôle de mon ami que vous allez présenter tout à l'heure, on a l'impression que même les dirigeants qui étaient dans le camp opposé au nationalisme et au panafricanisme commencent à comprendre qu'ils ont plutôt intérêt à nous retrouver pour qu'on forme un bloc uni, avoir notre indépendance totale, notre souveraineté totale. Maintenant, entre nous, en fonction, n'est-ce pas, de nos différentes postures, on pourra organiser, n'est-ce pas, ce système à l'intérieur où il y aura la vraie compétition. Mais cette compétition ne peut pas être saine à partir du moment où certains ou bien une partie de notre peuple est instrumentalisé par des mains noires de l'extérieur qui, comme l'ont toujours fait depuis les temps immémoriaux de l'esclavage, ils veulent reproduire ce système de manipulation et de domination pour ne pas permettre enfin que l'Afrique, comme je vous l'ai déjà le dire, qui est comme un gamin dont les peaux sont bourrées de diamants et qui est affamé, puisse comprendre le jeu, sortir, n'est-ce pas, de cette lobotomisation des esprits et enfin reprendre la marche en avant en se réappropriant de sa souveraineté. Allez, merci à vous, patient parfait d'homme, notre panéliste que nous accueillons dans le cadre de cette grande messe du débat panafricain, lui les juristes international. Quand on a dit ça, on voit clairement Maître Janvier Momo qui est avec nous. Maître, bienvenue, bonjour. Bonjour Monsieur Doum, bonjour à mon compagnon de lutte, parfait d'homme, parce que vous savez, à l'UPC, il y avait deux types de lutteurs. Il y avait ceux qui allaient au front et il y avait des idéologues. Donc je pense qu'il fait partie de ce qu'on peut appeler la catégorie intermédiaire, l'idéologie et l'action. Tout à fait. Je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média, ceux
qui sont en Afrique et ceux qui sont dans la diaspora. Je salue les familles qui se regroupent pour regarder Afrique Média. Il y a la famille Noussa Célestin, il y a la famille Fondenkop, il y a plusieurs autres familles qui se réunissent, qui nous regardent et qui nous encouragent dans ce combat. Je salue les techniciens sans lesquels nos émissions ne seront jamais possibles. Et je ne vais pas oublier les journalistes que vous êtes parce que, M. Doum, le fait d'étudier au courant des semaines des thèmes, d'analyser l'importance de ces thèmes par rapport au combat qui est engagé et surtout de choisir le casting, de faire le casting de ceux qui vont débattre de ces thèmes, je pense que cela relève de la véritable intellectualité africaine qui n'a rien à voir avec l'instruction. Parce que nous devons, sur le plateau d'Afrique Média, désormais établir la différence entre les intellectuels et les instruits africains. Parce que depuis l'Égypte antique, nous avons eu l'impression que nous nous sommes trompés. Il y a des intellectuels qui n'ont rien d'intellect et nous préférons désormais nous accaparer de la science africaine qui a été au devant de l'histoire de l'humanité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maître, on vous accueille. Donc avec ce sujet, je voudrais avec vous que l'on puisse aborder le rôle trop que jouent donc ces médias hexagonaux qui laissent clairement croire, et là, Patient a bien fait de mettre le pied dans la fourmilière, qu'il y a des conflits intercommunautaires entre Dogon et autres Peuls, pour parler du cas du Mali aujourd'hui, des faits qui sont clairement amplifiés en longueur de journée et qui laissent croire qu'il y a une nette catastrophe. Et donc, clairement justifiant donc ces nombreux rapports qui sont écrits, l'on ne sait clairement où, puisque jusqu'ici, on a envie de voir et de croire clairement à l'objectivité journalistique quand on fait de tels articles, qu'ils soient presse écrite ou alors télé, encore que le dernier représentant du côté du Mali n'y est plus en termes de médias. Et on veut clairement comprendre leurs sources, comment est-ce qu'ils recoupent les informations pour avoir quand même ces données qui sont censées être un travail de fourmi sur le terrain au quotidien alors qu'ils n'y sont pas. Il est donc clair qu'il y a un agenda peut-être plus caché mais visible aujourd'hui pour mettre clairement en mal l'action des pharmacies sur le terrain, maître. Alors, c'est une question hautement intéressante. Le moment est venu pour nous de dire aux téléspectateurs que les médias mensonges occidentaux sont les relais de l'impérialisme occidental. Vous demandez où est-ce qu'ils puisent ce genre d'informations, mais il faut comprendre que ce sont des informations qui leur sont données par les services de renseignement et par le politique occidental. C'est eux qui leur disent actionnez à tel endroit parce que nous savons ce que nous avons sémé. Alors, pour répondre clairement à votre question, au moment où les pays africains accèdent à l'indépendance, entre guillemets, l'indépendance sans la souveraineté. Alors, le colon s'en va, mais en partant, il sait ce qu'il a sémé. Deux bombes, deux virus dans la société. Il y a le virus tribal, il y a le virus religieux. Tout à fait. Et tout le temps, ils vont actionner sur les clivages religieux et les clivages tribaux pour chercher à diviser, continuer à non seulement diviser, créer un fossé entre les populations, entre les groupes ethniques, pour enfin les opposer. C'est ce qui est en train de se faire. Et je suis d'accord avec Patient Parfendom. Macron a évité de dire de n'importe quoi au Cameroun et au Bénin. Mais il est allé en Guinée-Bissau, c'est à ce niveau. Quand il s'est senti à l'aise, alors il a pondu ce que les Africains attendaient. Il dit de façon claire qu'il y a des groupes tribaux qui sont menacés. Justement parce que c'est des groupes qui ont toujours été harcelés par l'impérialisme français, par l'impérialisme occidental en Afrique. Alors, parlons de ce groupe Peul. Nous connaissons que les Peuls sont des grands travailleurs. Je dis, les Peuls sont des travailleurs reconnus à l'international. Les Peuls sont ceux qui fouinent ce qu'on peut appeler la richesse partout dans le monde. Et s'il y a un peuple africain qui se retrouve dans presque toute la diaspora africaine, c'est le peuple Peul. Alors, comment leur coller cette étiquette? Ils ont utilisé certains... Puisqu'on nous fait croire, du moins on fait croire aux plus naïfs que ce sont des peuples qui sont clairement marginalisés parce qu'ils n'ont pas une certaine ouverture à la formation, à l'éducation, et donc ils sont clairement facilement malléables. C'est ce qui est longuement répété dans les colonnes de ces médias. Patient. Alors, si nous voulons prendre un exemple de manipulation de ce peuple Peul,
la Guinée est la symbolique. Parce que les médias occidentaux, de 1958 à aujourd'hui, scandent le fait qu'il y a une population Peul qui est marginalisée dans un pays, c'est en Guinée. Mais c'est faux. Je dis c'est faux. Lorsque vous arrivez en Guinée, l'essentiel des investissements dans des villes comme Conakry, prenons l'exemple de Conakry, ce sont des Peuls. Mais comment? Pourtant, ils sont tous originaires, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, du Fouta Jalon, qui est la moyenne Guinée. Alors, lorsque vous regardez la fine fleur intellectuelle, et même dans cette Guinée, mais c'est donc des Peuls. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut vouloir nous prouver que c'est un peuple qui est marginalisé? Est-ce qu'il y a eu une destruction de masse des biens de population Peul? On se serait attendu. Mais oui, on se serait attendu de tels éléments pour comprendre clairement qu'il y a un acharnement de l'État. Il y a un acharnement contre eux. Mais c'est justement parce qu'il faut le dire sur le plateau d'Afrique Média. La malchance, c'est que l'une des figures de proue de ce grand peuple Peul, respectable dans le monde entier. Je dis, ici nous avons le Peul au Cameroun. Ce grand peuple Peul. Le président camerounais était un Peul. Le premier président camerounais était un Peul. Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo était un Peul. Et vous connaissez ce que Amadou Ahidjo a laissé au Cameroun en termes de biens. Alors, je disais que la malchance en Guinée a voulu que, au moment où l'impérialisme veut reposer sa politique de déstabilisation des populations, que ce soit un Peul qui soit utilisé. Le deuxième secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, Boubacar Diallo Telli. Nous voulons passer par là pour faire comprendre que ce que Macron veut réveiller en Afrique, c'est tardif, puisqu'aujourd'hui, les Africains savent, les Africains connaissent, les Africains sont conscients que aucune force extérieure ne peut plus les amener à des divisions, monsieur Doum. Et c'est cette division qu'ils veulent actionner au niveau de l'Occident pour chercher à se repositionner et à se redéployer en Afrique en divisant les populations entre elles, en divisant les groupes ethniques et en divisant aussi les groupes religieux. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de l'ethnie, il y a aussi la religion. Donc, pour le Mali, nous ne sommes pas surpris qu'à Bissau, il parle de la proscription des peuples Peul. Je ne sais dans quoi. C'est pas pour rien qu'à Bissau, il le dit à Bissau parce qu'il sait que aujourd'hui en Guinée-Bissau, l'actuel président de la CEDEAO, c'est un homme qui est accessible et il n'a jamais entretenu des relations saines avec le voisin guinéen et encore moins avec le voisin malien. Le malien. Alors, n'oubliez pas que pendant la crise malienne, pendant les coups d'État au Mali, mais c'est celui à qui Macron fustige les peuples, parle des peuples Peul comme étant une population qui est assujettie à des violences multiples. C'est ce président qui allait au Mali, qui s'est dépêché pour aller au Mali, oui, comme véritable coursier, pour tenter de convaincre les militaires maliens de renoncer à ce qu'ils ont engagé comme entreprise de libération du peuple malien. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, en Occident et beaucoup plus en France, ils se réjouissent du fait que, en réalité, ce soit le président bissau-guinéen qui est accédé à la tête de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui, qui agit en mettant l'Organisation de l'Unité africaine, qui est l'Union africaine aujourd'hui, en reléguant l'Union africaine au calendrier grec. Certaines décisions qui sont prises par la CEDEAO, nous nous demandons si l'Union africaine existe encore. Parce qu'en réalité, l'organisation continentale, c'est l'Union africaine et une organisation régionale ne devrait pas supplanter l'organisation continentale dans l'appui des décisions et dans l'engagement des pays africains dans certaines sphères au niveau de la lutte pour la souveraineté. Donc, pour nous, les médias mensonges occidentaux accompagnent l'impérialisme occidental depuis la nuit des temps. Et Patient a parlé tout à l'heure d'un autre syndrome, le syndrome de la division. Alors, l'esclavage a marché parce qu'à un moment donné, il y a eu cette division entre les populations, entre les peuples, et certains qui avaient été acquis à la cause des esclavagistes, c'est eux qui ont combattu, c'est eux qui sillonnaient partout en Afrique pour arrêter leurs frères et livrer à l'esclavage. Pendant la colonisation, nous l'avons vu et nous continuons à souffrir aujourd'hui des nègres de maison qu'ils ont laissés, ceux-là qui ont prêté le flanc pour être le relais sûr de l'impérialisme et relais sûr de l'impérialisme au détriment de nos États. Relais sûr de l'impérialisme pour enrichir le colon.
et appauvrir la nation. Cela se voit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais vous n'avez qu'à regarder la dernière visite de Macron, parce que c'est celle qui nous a le plus retenu l'attention. À ce niveau, il s'est lâché et il a dit ce que la nouvelle politique française en Afrique représentait. C'est quoi? C'est qu'il faut continuer à utiliser les relents des divisions tribales pour prendre le dessus, chercher à opposer les peuples. C'est la raison pour laquelle en Guinée aujourd'hui, vous avez vu la nébuleuse FNDC qui a repris du poids de la bête. Pourquoi? Parce que nous le savons que c'est une organisation qui est financée par Cellou Dalein Diallo, qui se trouve être un peuple avec l'UFDG. Donc, pour nous, il est question d'attirer l'attention des peuples. Pour nous, les panafricanistes, il n'y a pas de division entre les peuples. Il n'y a pas de division entre nous, M. Doum. Le Peul, le Dogon, tout ce que vous pouvez comprendre, nous sommes tous des Africains. Et il faut continuer à attirer l'attention qu'au XXIe siècle, nous pensons qu'une autre tribu ne peut pas prêter le flanc pour servir de rampe de lancement de redéploiement de l'impérialisme en Afrique. Et nous attirons l'attention des Africains sur le fait que nous sommes un. Et que personne ne doit continuer à diviser nos peuples, parce que la division du peuple, ça a servi à l'esclavage, ça a servi à la colonisation, ça a servi au néocolonialisme, et jusqu'à présent, nous continuons à souffrir des nègres de maison, du 5e homme, sur lequel l'impérialisme s'appuie pour continuer à assouvir les peuples africains. Merci à vous, Maître Janvier Momoun. Troisième, qui est donc avec nous, Monsieur Célestin Djamène, président du parti à part, Parti Alliance Patriotique Républicaine, parti de l'opposition du côté de Cameroun, que nous avons le très grand plaisir d'accueillir. Célestin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et merci peuples africains de continuer à prendre de votre temps pour nous regarder, car je pense que la plateforme Afrique Média est une plateforme extrêmement précieuse et délicieuse pour l'éveil de l'Afrique. Ça fait au moins une bonne quinzaine d'années que nous le faisons sur ces plateaux. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que chacun s'y mette, que chacun y mette du sien pour que l'Afrique, enfin, réellement, s'éveille et aille à la conquête du monde. Merci pour l'invitation. Et nous accueillons avec donc ce sujet d'accueil, M. Célestin, et je voudrais cette fois-là que l'on puisse s'interroger, si l'on a fait une fixation tout à l'heure sur les Peuls, cette fois-là je voudrais clairement que l'on puisse s'interroger de la démarche que prend aujourd'hui, eh bien, on va dire quoi, la France et autres pour clairement mettre en mal l'action des forces armées maliennes, puisque elles sont clairement aujourd'hui stigmatisées comme étant, eh bien, dans leurs différentes opérations, avec, comme toujours, le même réfifi des exactions commises sur une minorité Peul, pour reprendre clairement les expressions qui reviennent régulièrement. Célestin Djamène, vous êtes une formation politique républicaine. Aujourd'hui, dans le contexte malien, lorsqu'on décide clairement de s'attaquer et mettre à mal cette montée en puissance des forces armées maliennes, quelle est l'objectivité recherchée par la prédation occidentale? Mais je pense qu'il faut partir du fait que la France est frustrée. La France est aux abois du fait même, effectivement, de l'affranchissement du Mali, du carré d'influence français. Il est clair que la France ne voit pas d'un bon œil, effectivement, la coopération entre certains pays d'Afrique et la France, et la Russie, pardon. Et donc, par conséquent, la France est dans toute sa panique. Parce que jusqu'alors, depuis au moins 135 ans, elle est venue en Afrique, effectivement, pour soi-disant apporter une certaine sécurité au gouvernement en place. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec l'Afrique nouvelle qui s'éveille, la plupart des gouvernements ont pris conscience sur la pression des Africains, d'Afrique Média entre autres, sur la nécessité de s'affranchir du joug français, de la domination nauséabonde française, de la colonisation et du néocolonialisme français. Donc aujourd'hui, elle est convaincue que la Russie a pris place avec les Africains en Afrique et que la France n'a plus sa place. Donc aujourd'hui, elle s'attaque à quoi? Elle s'attaque effectivement à l'armée malienne,
parce qu'elle est de mieux en mieux formée, parce qu'elle est sur le terrain, parce qu'elle réalise ce que la France n'a jamais pu réaliser. Alors la France n'aurait jamais espéré qu'elle puisse réaliser la libération et la récupération du territoire malien. On voit la capacité opérationnelle aérienne et même terrestre de cette armée aujourd'hui qui clairement, on va le dire, inquiète la France. Absolument, et elle est d'autant plus en panique qu'effectivement, depuis quelque temps maintenant, la coopération avec la Russie est une coopération gagnant-gagnant. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, la Russie est bien présente, et nous respectons la Russie parce qu'elle a un passé qui n'est pas colonial, elle n'a pas un passé d'esclavagiste, elle a un passé qui a respecté la souveraineté des peuples. Donc nous sommes fiers de ces contrats-là, de ces accords militaires, même si on sait que dans une projection lointaine, il faudrait que l'Afrique travaille évidemment pour son indépendance militaire et technologique. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une coopération qui n'a plus rien à voir avec les accords de dominant qui étaient jusqu'alors, qui régissaient les rapports entre la France et les pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans un rapport effectivement d'équilibre et de respect mutuel qui existe entre les pays d'Afrique et la France. Aujourd'hui, effectivement, Macron agite l'élément de division coloniale qui a toujours été la manipulation des tribus et des communautés. Effectivement, les peuples, ils s'en servent pour essayer de jeter l'opprobre sur la société malienne. Les peuples, je rappelle que M. Assimi Goïta lui-même est peul, son épouse Lala Diallo Goïta est peul, le chef d'état-major Oumar Diarra est peul, donc on peut quand même pas dire que effectivement l'armée s'en prend au peuple. Ça n'a pas de sens. Donc par conséquent, on voit très bien aujourd'hui... Est-ce que c'est finalement l'arme ultime que tente d'agiter clairement la France pour espérer, j'ai envie de dire, une passerelle pour clairement contrôler les choses à Bamako? Bien sûr, ça a été le slogan de la vieille colonisation, diviser pour mieux régner. Voilà. Et aujourd'hui, on voit très bien que la France a usé de tous les moyens, ça ne fonctionne pas. Elle revient à cette vieille rengaine coloniale qui est effectivement diviser et diviser encore pour mieux régner. Mais ça ne fonctionne plus. Parce que non seulement les dirigeants ont pris conscience effectivement de la nocivité des relations avec la France depuis des lustres, mais maintenant c'est descendu jusqu'au bas peuple. Aujourd'hui, les peuples ont pris conscience effectivement que la France n'a plus sa place dans les pays africains. De quel droit la France croit-elle obligée de se mêler des affaires africaines? Est-ce que par exemple le président Assimi Goïta, le président Biya, le président Doumbouya se mêlent des gilets jaunes en France? Est-ce qu'on se mêle des affaires de la France? Il faut que la France apprenne à comprendre que la colonisation est bel et bien terminée et que l'Afrique n'a plus besoin de tuteurs. Encore est-il précisé qu'il va falloir rappeler le cas dans lequel l'ONU ou la SDN avait confié le mandat ou la tutelle aux deux pays que vous connaissez, la Grande-Bretagne et la France. Mais aujourd'hui, il est clair aujourd'hui que l'Afrique demande et exige que la France ne s'immisce plus dans ses affaires. Et aujourd'hui, le Mali est un bel exemple pour l'Afrique, pour toute l'Afrique d'ailleurs, parce qu'elle est en train de démontrer aux yeux du monde qu'il suffit simplement d'une volonté populaire pour faire comprendre à l'ancienne puissance coloniale qu'elle n'est plus, comment dirais-je, sollicitée en Afrique. C'est terminé cette affaire-là. La France, on sait pourquoi elle s'accroche, parce que depuis des lustres, évidemment, on sait bien que la France sans l'Afrique est une petite puissance. Elle n'aura plus sa place sur l'échiquier des grands, comme on dit. Donc, par conséquent, par tous les moyens, elle essaie de s'accrocher. Mais nous, aujourd'hui, on est en train de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se laisser piéger par cette division qui est entretenue, qui est maintenue par, comme le fait l'ONU d'ailleurs, en RDC Congo, on abordera le sujet peut-être tout à l'heure, avec le M23. Ouais. Mais aujourd'hui, dans le cas du Mali, il est évident que Macron agite ce chiffon rouge parce que l'as d'articuler sur d'autres leviers et qu'il ait fait face à beaucoup d'échecs. Il se trouve qu'aujourd'hui, il espère que, en montant les peuples contre les Bambara et autres communautés du Mali, effectivement, là, les Maliens pourraient de nouveau s'affronter et laisser la France se piller comme d'habitude. Ça ne marchera pas, parce qu'on a pris conscience, effectivement, que notre avenir, ce n'est plus avec la France. Bien entendu, nous sommes tout à fait partisans d'une coopération saine avec tous les États du monde, mais il n'est plus question qu'il y ait une coopération particulière ou privilégiée avec la France, ancienne puissance coloniale. Donc aujourd'hui, encore une fois, il s'agit, et je l'avais toujours dit sur ce plateau, il faut d'abord une prise de conscience. Cette conscience a été prise que l'Afrique doit se libérer. L'Afrique n'a pas demandé sa libération, elle doit l'imposer. C'est ce qu'a commencé à faire M. Touadéra en Centrafrique. C'est ce qu'a fait aujourd'hui, c'est ce que fait aujourd'hui M. Assimi Goïta au Mali. Et aujourd'hui, la France même s'en prend la Guinée-Conakry.
il faut bien que, quand on écoute bien attentivement le discours de M. Macron en Guinée-Bissau, n'est-ce pas, il est clair qu'aujourd'hui, elle se sert effectivement, et s'est servi de cette périple africain récent pour essayer de montrer à la Guinée que si vous ne vous soumettez pas, évidemment, on va vous dégager et mettre une marionnette comme ils l'ont toujours fait dans le passé. Donc, en vérité, aujourd'hui, ce qui détermine notre combat, c'est d'abord de dire aux Africains que prenez conscience que vous n'êtes plus des enfants qu'on doit en permanence infantiliser, que vous êtes l'Afrique la plus vieille civilisation du monde, et on n'a plus besoin des services de la France. D'accord. Merci à vous. Maître Janvier est patient, parfait, donc on sortira clairement, rapidement autour de ce fait d'actualité. La réflexion que je voudrais que l'on puisse clairement poser, c'est de savoir, est-ce que, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui du côté de Bamako, on a les assurants de ce que l'on a pris clairement des erreurs du passé? Non, au niveau du Mali, nous avons pleinement confiance parce que ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui ont pris suffisamment la mesure de la chose et ils connaissent désormais leur adversaire. Ils connaissent leur capacité de nuisance et ils savent qu'il n'y a pas d'erreur à commettre au niveau du Mali. Alors, s'ils actionnent, M. Doum, les clivages tribaux pour chercher à détruire le Mali, mais le Mali est habitué. Si les gens ont cherché à diviser le pays et ils n'ont pas pu, à plus forte raison, les composantes ethniques du Mali. Alors, les Maliens connaissent et savent ceux qui sont en face. Rentrons en 2012 au niveau de l'opération Serval. Alors, pour vous montrer jusqu'à quel niveau les Maliens savent qui sont ceux qui sont en face. Alors, la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 décembre 2012 dit ceci, que il faut faire un redéploiement pour aider l'armée malienne à se constituer et à faire face à toutes les menaces djihadistes qui se posent dans ce pays. L'opération Serval se crée entre-temps. Quel est le budget? 70 millions d'euros. Vous connaissez comment ce budget a été reparti alors que la résolution disait qu'il fallait constituer une véritable armée capable de défendre le pays contre la menace djihadiste. 50 millions d'euros. La France a utilisé 50 millions d'euros pour le transport et la location des avions. Il reste combien? Il reste 20 millions. Écoutez bien, 8 millions d'euros utilisés pour le carburant. J'ai dit 8 millions utilisés pour le carburant et on vous dit il y a 5 millions pour les munitions tirées. 5 autres millions pour les indemnités opérationnelles et enfin 3 millions pour l'alimentation et le téléphone. Où est-ce que l'intervention au Mali aura aidé l'armée malienne? C'est la raison pour laquelle, pendant l'opération, après l'opération Serval, il y a eu une multiplication des Katiba. C'est-à-dire, les brigades djihadistes se sont plutôt multipliées. Parce qu'au départ de l'intervention, on savait qu'il y avait le MNLA, il y avait le HCUA, le Haut Conseil pour l'unification de l'Azawad, il y avait quelques unités. Alors, après l'opération Serval, il y a eu une multiplicité de Katiba. Mais les Maliens ont ouvert les yeux. Mais finalement, à quoi aura servi cette opération? On ne peut pas prendre une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour enrichir un pays. Quand on dit transport et location d'avions, 50 millions dans une opération contre les djihadistes. Pourtant, sur le sol, il fallait exterminer, il fallait éradiquer la menace djihadiste au sol. Qui sont les soldats qui étaient au sol? 2000, les FATIM, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, les FATIM, commandés par le général Bikimo. Idriss Déby, à l'époque, de très regrettée mémoire, a envoyé 2000 soldats au sol. Alors, est-ce que vous savez que les soldats tchadiens n'ont pas été indemnisés? Et le Tchad est l'unité qui a perdu le plus d'éléments au niveau du Mali. Ils n'ont pas été indemnisés. Pourtant, la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2085, a conduit à un budget de 70 millions d'euros. Les Maliens savent, ils connaissent la supercherie. Les Maliens savent que aujourd'hui, hors de leur pays, ils vont utiliser toutes les manœuvres pour revenir, pour déstabiliser le pays. Aujourd'hui, ils sont en train de former des kamikazes. C'est plutôt des attentats suicides. Les Maliens doivent désormais faire face à ces attentats suicides. Et je pense qu'ils sont suffisamment préparés. Déjà, tout part de la tête. Tout à fait. Ils sont mentalement préparés pour ne pas tomber
dans la division ethnique, c'est trop tard. Si la France réactionne aujourd'hui par la division ethnique, mais les Africains, nous sommes habitués, ça c'est un remède, c'est un disque qui est déjà très connu. Et puis ça ne peut plus marcher au niveau du Mali. Donc, pour nous, il est question de continuer à dire au gouvernement malien, allez-y, les Africains sont avec vous. Nous connaissons qui est notre adversaire commun. Nous connaissons les méthodes de notre adversaire commun et nous ne pouvons plus tomber dans le rêve. Allez, merci à vous. Maître Jarvis, bon, passez en parfum d'homme. Le Mali, oui, mais la Guinée aussi n'est pas très loin. Maître reste optimiste de ce que les Africains ont clairement parlant sur le cas donc de cette marginalisation, entre guillemets, en tout cas de cette diabolisation même de l'armée malienne, mais aussi de ce vieux disque qui consiste clairement à faire croire à l'opinion nationale qu'il y a une forme de marginalisation d'un peuple. Aujourd'hui, on a, selon toute vraisemblance, pris conscience de cela et on est prêt à affronter clairement l'ennemi. Nous ne disons pas ici qu'il n'y a pas de problème au sein de nos espaces, de nos pays. Mais nous refusons que justement parce que nous avons des différences souvent ethniques. Moi, je n'aime pas le terme tribu, qui est à mon sens péjoratif. Je préfère ethnie. Que les gens essaient d'exacerber ces contradictions. Elles existent partout. Mais en essayant de les exagérer, on crée justement des conditions pour des espèces de déflagration qui vont complètement déditer ce tissu social de ce vivre ensemble que les Africains n'ont pas demandé à qui que ce soit de venir leur expliquer. Il est toujours là, il est vivant, ce vivre ensemble. Regardez comment nous vivons, même dans ce qui est devenu plus tard nos villes, dans nos quartiers. Il y a toujours ces relations de convivialité, de fraternité entre les différents groupes ethniques. Même quand sur le plan religieux, les religions qui nous ont été imposées, on est différents. Regardez l'attitude, par exemple, pendant les grandes fêtes musulmanes, des musulmans vis-à-vis de leurs frères d'autres obédiences religieuses. Regardez l'accueil, regardez la fraternité. Et vice-versa. Regardez même du point de vue des mariages. On le voit beaucoup. Regardez quand vous avez dans des pays, par exemple, des fonctionnaires qui sont issus d'une ère religieuse ou bien ethnique qui n'est pas la leur, comment ils sont accueillis ailleurs. Parce que tout le monde sait que nous... Patient, pour eux, il n'y a pas clairement de problème intercommunautaire. Il y a juste peut-être des questions... C'est des manipulations. Au niveau de l'État central. Non, au niveau de nos États, avec justement cette chape de plomb qui a été cette colonisation qui rampante, qui ne veut pas du tout mourir par le bien, au moins dans le cas des pays francophones, ce que vous appelez le franc CFA. C'est le fait qu'on nous a enlevé toute possibilité de pouvoir nous développer et de résoudre les problèmes structurels qui sont pratiquement l'ADN de ces pays des francophones qui ont été colonisés. Les problèmes sont les mêmes. L'accès à l'eau potable, le problème basique, le logement décent, l'électricité, les soins de santé décents, les infrastructures routières, ferroviaires et tout ce que vous voulez. Les problèmes sont terribles sur le plan économique. C'est la même bérésina avec une monnaie qui ne permet pas le développement. Donc ces questions-là existent. Et souvent, nous avons eu des régimes qui sont succédés à la tête de nos États, chacun promettant mon et merveille, même s'ils n'ont pas été capables de le régler. Ça, nous le savons. Et nous constatons, et nous l'avons dit, que pour être capable de faire ce dépassement-là, pour justement maintenant nous réapproprier notre souveraineté, pouvoir nous développer pour le bonheur de nos enfants, il faut qu'on procède par l'unité politique de notre continent. Et on peut commencer par des petites unités sous-régionales. C'est pour ça que je dis à mes frères, de sortir patient. Monsieur Macron n'est pas venu en Afrique pour s'amuser. Il faut prendre très au sérieux les menaces qui ont été lancées à Bissau. Et pour cela, il ne suffit pas de continuer à dire que nous soutenons le Mali. Il faut, dans les actes au concret, par notre engagement au quotidien, venir au secours de ces pays-là qui ont décidé d'être à l'avant-garde de ce combat pour la reconquête de notre souveraineté. La question récurrente de dire on est en démocratie et les militaires n'ont pas le droit de prendre le pouvoir, l'argent malien, etc. On oublie de dire à l'opinion internationale que ce qui s'est passé au Mali, c'est une révolte du peuple qui a tout simplement été accompagné par des militaires patriotes
qui ont décidé de ne pas laisser le peuple seul face à la prédation de cette puissance internationale. Et ils ont pris les responsabilités. Et c'est pour cela que nous applaudissons cet attelage entre ces militaires patriotes au niveau de Mali et justement notre pan civil dont la tête de proue aujourd'hui est le Premier ministre malien Choguel Maïga. J'ai regardé dernièrement l'ensemble des ministres qui composent le gouvernement malien. Allez voir. Vous allez voir des intellectuels de haut vol, de patriotes au patriotisme affirmé, qui n'ont rien à voir avec un quelconque tenue militaire. C'est eux qui forment l'essentiel de ce gouvernement. N'est-ce pas qu'il y a une action? Oui, maître. Et pour aller, avec votre permission, pour aller dans votre sens, vous avez vu une délégation composée du Premier ministre et 5 membres du gouvernement qui est parti de Bamako pour Conakry. Alors, c'est ça qui énerve, c'est ça qui sustente l'impérialisme aujourd'hui à la tête de ces États occidentaux qui ne comprennent pas comment, à un moment donné, ces peuples peuvent continuer la symbiose qu'on leur connaît. Et lorsque une délégation forte, j'ai dit du Premier ministre et 5 ministres, se déplace de Bamako pour Conakry, mais c'est pour tisser davantage les liens. Et vous avez suivi la déclaration du colonel Doumbouya. Il dit le chemin de fer Conakry-Bamako doit revoir le jour. Parce qu'il y a déjà un chemin de fer Conakry-Kankan. Et lorsque vous êtes à Kankan, vous êtes à moins de 400 km de Bamako. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, ils ont compris du côté de l'Occident que s'ils laissent ces peuples continuer à cultiver la symbiose entre eux, alors ils n'auront plus d'accès. Et ça sera très compliqué. Patient, pour sortir, je vous en prie. Non, mais très rapidement, en fait, c'est pour dire aux Africains, réveillons-nous. Tout à fait. Tout dépend de nous. Ne nous laissons plus manipuler. Il est grand temps que nous prenions en main notre propre destin. Cela pour le bonheur de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. Bref, pour l'Afrique de demain, ça va être notre petite pierre à l'édifice de cette grande construction de cette nation africaine dont nous avons tant besoin. Et que vous appelez d'ailleurs de vive voix. Merci à vous.